Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième séance qui est dédiée à l'introduction à Python. Sur ce cours 2, on va voir les structures de données et les fichiers. Donc, dans un premier temps, sur le petit temps, on va essayer de voir les listes, les tuples et les dictionnaires. Après, on va parler des ensembles et leurs applications, notamment les sets. Enfin, on va travailler un peu avec les fichiers, notamment comment les créer, mais aussi rajouter des informations dans un fichier. Donc, rapidement, on va essayer de voir les listes. Donc, qu'est-ce qu'une liste? Une liste peut être définie comme une structure de données qui est polyvalente, qui est utilisée donc, pour stocker une collection ordonnée, et c'est très intéressant le terme ordonnée, d'éléments. Les listes, de manière générale, sont mutables. Et qu'est-ce que c'est que le terme mutable ici? C'est tout simplement pour dire que les listes peuvent être modifiées, c'est-à-dire les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, on peut les supprimer ou bien euh, on peut supprimer des éléments à partir d'une liste déjà créée. Donc, comment on peut faire pour créer une liste en Python? Donc, supposons qu'on a une variable qui s'appelle ma liste. On fait l'affectation, donc avec le égal. Là, on utilise le crochet et on met un ensemble d'éléments à l'intérieur de notre liste. Supposons qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on vient de créer une liste qui s'appelle ma liste. Donc si on fait print pour afficher, donc on peut exécuter. Là, on va voir 1, 2, 3, 4, 5. On peut accéder à un élément par son index. Donc, on peut récupérer des informations à partir d'une liste. Donc ici, on a déjà ma liste qui est créée, donc qui contient 5 éléments. Supposons qu'on voudrait extraire l'élément qui se trouve à la première position de notre liste, donc à la position 0. Ici, on commence à compter à partir de 0. Donc, si on fait ma liste de 0, là, on récupère 1. On peut faire la même chose si on veut récupérer 2. 2 se trouve à la position 1 parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc, on fait ma liste de 1, on récupère 2. Ma liste de 2, on récupère 3. Ma liste de 3, on récupère 4. Et ma liste de 4, on récupère 5. On peut effectuer l'opération dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de démarrer à compter à partir de 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4, on peut commencer à compter à partir de moins 1. Donc, moins 1, ce sera à la fin de la liste jusqu'au début. Donc, supposons qu'on fait ma liste de moins 1 comme ici. Donc, ma liste de moins 1 veut dire tout simplement, on prend l'élément qui se trouve à la dernière position de la liste. Donc, ça va être 5. Donc, ma liste de moins 1, c'est 5. Si on fait égal, on fait dernier élément ici. Donc, on peut faire ma liste de moins 2 pour récupérer le 4, ma liste de moins 3 pour récupérer le 3, ma liste de moins 4 pour récupérer le 2 et ma liste de moins 5 pour récupérer le 1. Donc, si on exécute, là, on voit le premier élément, donc qui est 1, et le dernier élément qui est 5. On peut extraire une sous-liste à partir d'une liste. Et comment faire? En utilisant cette représentation, par exemple. Donc, si on fait ma liste de 2 points jusqu'à 3, cela veut tout simplement dire qu'on récupère les 3 premiers éléments de la liste. Donc là, on peut commencer à partir de 0 si on veut. Donc ça va être la même chose. Donc si on fait ma liste de 0 jusqu'à 3 ou bien ma liste de, voilà, rien, 2 points, 3, on récupère les 3 premiers éléments de la liste. Donc on peut faire la même chose, ma liste de 1 jusqu'à 4. Donc là, on récupère l'élément à la position 1, l'élément à la position 2 et l'élément à la position 3. Ce qui se retrouve sur la borne ici, son élément ne va pas être représenté. Donc là, on récupère l'élément à la position 1, à la position 2 et à la position 3. Comme ici, on avait récupéré l'élément à la position 0, à la position 1 et à la position 2. On peut faire la même chose ici, donc avec les moins, pour commencer à partir de la fin. Donc, si on fait moins 3 jusqu'à moins 1, on récupère l'élément à la position moins 3, puis l'élément à la position moins 2, puis l'élément à la position moins 1 ne va pas être représenté. Donc, ici, il n'y aura que 2 éléments. Donc, si on affiche, là, on peut voir les résultats. Donc, 1, 2, 3 pour le premier, 2, 3, 4 pour le deuxième et 3, 4 pour le dernier. On peut rajouter un élément sur une liste, donc en utilisant .append. Donc là, on a notre variable maliste qui est une liste. Donc si on fait .append 6, donc on va rajouter 6 à la fin de la liste. Donc on n'avait que 5 éléments, mais maintenant on en a 6, avec 6 qui se retrouvent à la dernière position.
On peut extendre une liste, comme c'est représenté ici. Donc, supposons qu'on a une liste qui s'appelle autre liste et on voudrait mettre l'ensemble de ces éléments sur ma liste, à la dernière position. Donc, on peut faire maliste.extend autre liste. Et là, si vous voyez le résultat, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur ma liste. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on peut appliquer aussi d'autres types d'opérations comme avec le remove pour supprimer un élément dans la liste. Donc, supposons qu'on voudrait supprimer l'élément 9 de la liste. Donc, le remove supprime l'élément qui est mentionné ici, mais la première occurrence, c'est ça qui va être supprimé, c'est-à-dire l'élément qui est trouvé le premier. Ici, il n'y a qu'un seul 9, donc c'est le 9 qui va être supprimé. S'il y avait un autre 9, c'est avant celui-ci, c'est ce 9 qui va être supprimé. Mais on n'en a qu'un, donc c'est le dernier élément qui va être supprimé. Donc, si on regarde la nouvelle liste, autant pour moi, donc on se rend compte qu'on n'a plus 9. Donc, on peut faire un pop donc, qui permet de supprimer et de renvoyer l'élément à l'index donné. Donc, ici, on donne 2, donc l'élément à la position 2. Le pop va supprimer cet élément et va nous renvoyer l'élément. Donc, ici, si on affiche l'élément retiré, on va voir que ça va être le 3. Et le 3 sur la liste, on ne le voit plus parce que c'est le 3 qui se trouve à la position 2. Il ne faut pas oublier, on commence à compter toujours à partir de 0. Donc, si on exécute, voilà, on a le 3 qui est retourné. Et sur la liste, on ne voit plus le 3, donc c'est supprimé. On peut rechercher des éléments, donc à partir de leurs index. Donc, si on met retourne, par exemple, ma liste.index, ça va retourner l'index de la première occurrence de l'élément. Donc, on essaie de chercher s'il y a 5 dans notre liste. Donc, cette représentation va nous permettre de savoir s'il y en a. Et voilà, s'il l'a retrouvé, on aura la position de l'élément dans la liste. Donc, ici, si on 5, il nous dit que ça se trouve à la position 3. Donc, si on compte 0, 1, 2, 3, on a bien le 5. Donc, on peut faire un count. Donc, pour compter le nombre de 5 qu'il y a dans la liste, ma liste.count. Donc, il n'y a qu'un seul 5. Donc, on aura bien évidemment 1. Donc, on peut manipuler aussi l'ordre, c'est-à-dire on peut inverser la liste, comme ici, alors des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser reverse. Donc, si on utilise reverse, la liste était, si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on a 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Donc, on peut ordonner aussi une liste en utilisant le sort, donc pour ordonner de manière croissante. Donc, si on exécute, on n'a plus 8, 7, 6, 5, 4, mais on a 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, du plus petit au plus grand. Donc là, un petit exercice pour vous entraîner sur les listes afin d'avoir une meilleure vision en fait de ce qu'on peut faire au-delà de ce que j'ai proposé ici. Donc, essayons de voir rapidement les tuples. Qu'est-ce que c'est qu'un tuple? Un tuple est une séquence donc immuable d'objets Python. Une fois un tuple créé, on ne peut plus le modifier. Donc, il est fixe pendant toute sa durée de vie. Les tuples sont souvent utilisés pour stocker des données hétérogènes. Donc, les tuples, voilà, sont des collections, mais une fois créés, on ne peut plus les modifier. Donc, supposons qu'on crée un tuple ici, donc on va le créer avec des parenthèses, mais une fois créé, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste récupérer des informations, mais pas supprimer. Donc, on peut faire mon tuple index de 3 pour récupérer la position de l'élément 3 dans la liste. Donc, ça se trouve à la position 2. Voilà. On peut faire multiple de count, donc pour compter le nombre d'occurrences de la liste, de l'élément 3 dans la liste. Donc, il n'y a qu'un seul 3. Voilà, on a cette représentation. Et là aussi, un exercice pour vous exercer sur les tuples. Donc, introduction sur les dictionnaires. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire en Python? Donc, un dictionnaire peut être défini comme une collection non ordonnée d'éléments et chaque élément est stocké sous forme de paires clés-valeurs, très intéressant, où chaque clé est unique. Donc, les clés ne peuvent pas être répétées. Les dictionnaires sont mutables, ce qui permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des éléments après leur création.
Donc, comment on peut créer un dictionnaire avec cette représentation de clés et valeurs? On va utiliser les accolades. Voilà, on crée mot dict. On met une clé. Supposons qu'on a un nom qui est une clé. On lui donne la valeur John, comme on avait sur la première séance. On a âge, 30, et ville, New York. Donc, ce qui est avant les 2 points, c'est les clés, et après, c'est les valeurs. Donc là, on a créé notre dictionnaire. Donc, on peut effectuer un ensemble d'opérations. Par exemple, si on fait modict.getAge, on va récupérer l'âge, donc la valeur de l'âge. Voilà. Donc, si vous voyez ici, on a l'âge qui est égal à 30. Si on fait .get, on récupère l'âge. On peut faire d'autres opérations. Par exemple, on voudrait récupérer l'ensemble des clés de notre dictionnaire. On peut faire .case. Et .case nous permet d'avoir nom, âge et ville. Donc, on peut faire .values. Au lieu de récupérer les clés, on récupère les valeurs. Donc là, on a John, 30 et New York. Donc, pour regrouper les deux, donc sous forme de tuple, c'est-à-dire avoir clé et valeur, donc sous forme de tuple, on peut faire items. Donc, on récupère nom, John, voilà la clé, la valeur. Ici, âge, la clé, la valeur 30. Ville, la clé, et New York, la valeur. On peut supprimer aussi, par exemple, l'âge pop. Par exemple, ici, si on applique le pop, on va supprimer la clé âge. Donc, il supprime l'âge et puis il nous renvoie la valeur correspondante. Donc, si on fait ici print de un mot dict, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On n'aura que nom et ville avec John et New York. On n'a plus âge et 30. On l'a supprimé. Donc, on peut appliquer le pop item, donc supprime et renvoie la dernière paire clé valeur insérée. Donc ici, ça va être bien évidemment ville et New York. Donc si on exécute, donc il va rester uniquement maintenant nom et John sur notre dictionnaire. Voilà. Donc on peut mettre à jour aussi des informations dans un dictionnaire. Par exemple, pour ajouter des éléments, on peut utiliser .update. Donc si ça n'existe pas, il le crée. Donc pays, ça n'existe pas. Oui, il n'y avait que ville, donc pays n'existe pas. Là, on n'avait que nom et John. Si on applique cette représentation avec update, il va le créer parce que ça n'existe pas. Et si ça existe, on va le modifier. Voilà. Donc, si on applique, là, on a nom, John, pays, USA. Donc, essayons, par exemple, d'avoir cette représentation. Là, on peut remplacer, on fait nom, par exemple. On met Alex. Supposons qu'on a Alex ici. Donc, essayons d'afficher mot dict. Donc, maintenant, on n'a plus John, mais on a Alex. Donc, si ça n'existe pas, il le crée. Si ça existe, il le modifie. Donc, un exercice aussi pour vous exercer sur les dictionnaires. Donc, c'était ça en gros sur ce qu'on peut faire sur les listes, les tuples et les dictionnaires. Maintenant, essayons de voir rapidement ce que c'est que les sets, donc les ensembles. Un ensemble en Python donc, est une collection, comme les listes, non ordonnées d'éléments uniques. Donc, c'est unique les éléments, on ne peut pas les répéter. Les ensembles sont mutables, donc on peut les modifier. Ce qui signifie que vous pouvez ajouter, donc modifier, supprimer des éléments dans un ensemble. Donc, supposons qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, l'ensemble, ce n'est pas représenté par des crochets comme les listes, mais plutôt par des accolades comme les dictionnaires, mais on n'a pas des clés et des valeurs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on peut rajouter de l'information avec le add. Voilà, on rajoute le 6. Supposons qu'on voudrait mettre un ensemble sur un ensemble qui existe déjà. Donc, on a 7, 8 comme on avait fait avec les listes. Donc, ici, on a 7, 8, 9 qui est un ensemble. Donc, on voudrait le mettre sur notre ensemble déjà créé qui est mon ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le point update et là, on rajoute les informations. Voilà. Donc, on peut l'utiliser aussi pour supprimer le 6. On peut le supprimer point remove. Voilà. Donc là, on n'a plus le 6 qui apparaît, qui était ici, mais on l'a plus.
Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire un discard, donc supprime l'élément s'il est présent, sans erreur si absent. Donc avec la première représentation, le remove, si l'élément n'existe pas, il y aura une erreur qui va être générée. Donc supposons en fait que je mets à la place de 6, il n'y a pas 10, supposons que je mette 10. Donc là, il me génère une erreur. Donc pour éviter cette erreur, donc on peut utiliser discard. Par exemple, on supprime l'élément 8. Donc 8, ça existe déjà, donc ce n'est pas grave. Mais essayons de mettre 10 qui n'existe pas dans l'ensemble. Voilà, donc là, on n'a pas d'erreur. Il n'a rien supprimé et il n'y a pas d'erreur, contrairement à remove. Donc, on peut appliquer aussi pop, donc supprime et renvoie un élément aléatoire. Donc ici, si on applique le pop, donc il y a le 1 qui est supprimé, donc on n'a plus 1, il y a 2, 3, 4, etc. Voilà. On peut faire la même chose, donc on applique encore, donc il y a le 2 qui est supprimé, qui est renvoyé, donc maintenant on a notre ensemble qui contient 3, 4, 5, 7 et 9. On peut faire clear, donc pour vider complètement l'ensemble si on veut. Voilà, donc on a un ensemble vide maintenant. Donc un petit exercice pour essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les ensembles, notamment l'utilisation de tout ce qui est union ou bien intersection. Donc maintenant, on va voir des fichiers donc, qui sont très intéressants. D'abord, l'objectif, c'est quoi? Donc, les opérations d'entrée-sortie des fichiers sont essentielles pour lire et écrire des données avec Python. Le langage propose des fonctions intégrées pour effectuer ces opérations de manière efficace. Donc là, on va simuler un fichier. Donc, on va créer un fichier qui s'appelle example.txt. Pour le moment, ne vous inquiétez pas sur ce code, on va l'expliquer. Donc, juste on l'exécute pour voir. Donc là, on a créé notre fichier qui s'appelle example.txt. Donc, essayons de d'utiliser quelques informations. Donc, la première instruction à connaître si on travaille avec les fichiers, ça va être le open. Donc, on peut ouvrir un fichier de différentes façons. Donc, dans un premier temps, si on veut lire uniquement les informations du fichier, on peut utiliser le R pour dire read. On donne le nom du fichier, donc open, nom du fichier, et on met read. Si on le fait, on a notre pointeur voilà, qui pointe sur le fichier qu'on peut utiliser voilà, pour faire certaines opérations. Donc, si on fait fichier.read, il va lire tout le fichier sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, supposons d'afficher, on fait fichier.read, voilà, l'information se trouve dans le contenu. On affiche, voilà, on a Python est un langage de programmation, etc. Ce qui se trouve dans le fichier. On met close pour fermer le fichier, si on a fini notre travail. On peut appliquer une autre approche. Au lieu de read, on peut lire ligne par ligne dans notre fichier. Donc, si on ouvre notre fichier en mode lecture, avec le R, on peut mettre print ligne. Donc, on lit ligne par ligne. On a lu la première ligne. Donc, si on continue fichier.readline, on lit la ligne suivante, etc. Donc, on peut mettre aussi readlines donc pour lire l'ensemble des lignes, donc sous forme de liste. Si on l'applique, donc là, vous voyez bien, on n'a pas Python est un langage de programmation parce que le readline, en fait, l'avait déjà utilisé. Le readline, sur le readline, on a déjà récupéré cette ligne, donc le pointeur, il passe automatiquement sur la deuxième ligne du fichier. Raison pour laquelle si on fait readlines pour récupérer l'ensemble des lignes, donc là, vous ne voyez pas la première ligne parce que le pointeur est sur la deuxième ligne du fichier. Donc, on n'a que les lignes qui restent. D'accord? Raison pour laquelle si on utilise ces approches, il faut vraiment commencer dès le départ du fichier. Donc, pour créer un fichier, c'est simple. On peut utiliser tout simplement le W, l'option W au lieu de R pour dire write. Donc là, on peut faire résultat de TXT, fait W. Essayons de regarder. Donc, on a créé notre fichier qui s'appelle résultat.txt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut mettre write pour écrire sur notre fichier. Donc, voilà, l'opération s'est bien effectuée. Si on ouvre notre fichier, pour le moment, il reste une petite opération pour que ça soit formel, c'est-à-dire ça reste sur le fichier. Essayons de mettre d'autres informations. Supposons qu'on voudrait mettre plusieurs éléments d'une liste dans un fichier. On utilise write lines, donc avec lines, avec S. On fait point close, voilà.
On a fermé notre fichier. Si on ouvre résultat, qu'est-ce qu'on va voir? On voit l'ensemble des informations en fait qui sont rajoutées. Bonjour tout le monde, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Donc, ouvrir, fermer, ça peut être un peu compliqué, mais on peut utiliser le WIF ici, la clause WIF, pour fermer automatiquement le fichier, même en cas d'erreur. Donc, c'est fortement conseillé. Supposons qu'on voudrait ouvrir notre fichier ici, donc en mode lecture avec le R. Donc, on peut l'ouvrir avec le WIF, donc open example.txt.r as fichier. On met contenu reçoit fichier.read, on lit l'ensemble des informations dans le fichier. On fait print contenu, c'est fini. Après, à la fin, on ne met pas de clause. C'est fini, on s'arrête là. Donc, si on affiche, voilà, et le fichier a été bien fermé à la fin du WIF. Donc, on ne le gère pas. Donc, n'hésitez pas à voir les autres options comme A, donc pour le append, parce que pour le write, il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise, si le fichier a un contenu, il peut l'écraser. Donc, si on utilise ce mode. Voilà. Donc, mieux vaut aller sur le append si on veut rajouter, c'est-à-dire un fichier qui contient déjà des informations, on voudrait rajouter d'autres informations. Donc, essayez en exercice d'utiliser le mode A, donc pour le append, au lieu de W directement pour la création. Voilà. Donc, un petit exercice encore pour vous, voilà, pour essayer de vous familiariser avec tout ce qui est fichier. En gros, c'était ça le cours sur cette deuxième séance. Donc, c'était ce qu'on pouvait dire de manière très simple et pas trop long. La prochaine séance va plus s'intéresser sur la programmation orientée objet. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre vos commentaires si vous en avez. Et merci, à bientôt.